Bonjour à tous et bienvenue à ce premier Trait d'Union, qui est un cycle d'événements qui s'est organisé par le Centre Jacques Cartier, qui est une association à but non lucratif qui existe depuis 36 ans et qui travaille dans la collaboration et le soutien entre la France, spécialement la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Québec et toute la francophonie canadienne, afin d'avoir des regards croisés, de partager des savoirs et des expériences. Mon nom est Nathalie Hamel, donc je suis la directrice de ce centre. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants, dont 2 experts renommés mondialement, que je laisserai présenter par Émile Roy. Et surtout aussi, donc, Émile Roy, dont notre talentueux et innovateur vidéaste et réalisateur québécois, tout jeune, avec déjà plein de projets. Nous avons été très touchés par sa vidéo « Comment se portent vraiment les jeunes en confinement », dont nous verrons un extrait en début et en fin de ce trait d'union. Et aussi, j'ai hâte d'aller visiter ce samedi au Palais des Congrès de Montréal une exposition immersive dans laquelle il fait l'éloge de la résilience à l'action. Donc, l'idée est de passer à l'action. À la fin, vous aurez aussi des vidéos de massothérapeutes, d'initiatives qui ont été faites au Québec pour les étudiants avec Sandra et Raphaël. Je remercie aussi toute l'équipe et je vous remercie et je vous souhaite un bon trait d'union. OK. Ouh! Tout le monde, tu le sais, tu le sens, que tout le monde est pas bien, là. Tout le monde est pas bien. Fait que là, puis tu peux rien faire. Genre, tu peux pas comme aller faire de câlin à personne. Tu peux pas réconforter. Ça va faire 1 an qu'on est embarqué dans cette pandémie. J'aurais pu dédier cette vidéo à des statistiques, à des graphiques, à des nombres grandioses, mais j'avais envie de retourner à l'essentiel. Je suis allé rencontrer une quinzaine de jeunes qui m'ont touché, qui ont accepté de témoigner devant ma caméra et qui m'ont raconté leur histoire, leur expérience des derniers mois. Alors, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Ça va mieux ces temps-ci qu'avant, mais le premier confinement a vraiment été difficile. J'avais du travail comme à chaque jour. Du jour au lendemain, j'ai plus rien. C'est quand même difficile. Moi, j'ai trouvé que c'était surtout un déséquilibre ou comme un débalancement. J'étais en secondaire 5, du jour au lendemain, j'ai plus vu mes amis, plus aller à l'école. Ça a été très difficile pour le côté psychologique, au point que j'ai eu le luxe, même si honnêtement ça devrait être essentiel, d'avoir accès à un psychologue. Mais c'est vraiment récemment que ça a commencé à être un peu plus dur, je trouve, en novembre. Tu sais, au début, c'était comme « Oh, wow! Petit confinement. » Il y avait une petite excitation de comme on est à la maison. C'était nouveau, c'était le fun, mais là, c'est comme... ça date, là, tu sais. J'ai appris que j'avais beaucoup plus de problèmes personnels et de trucs, de difficultés. Dernier mois très difficile, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inconnus. Ma copine et moi, on attendait un enfant. On a su qu'on avait un enfant qui s'en venait au jour 1 du confinement. Je pouvais pas l'accompagner dans ses rendez-vous, donc j'allais en auto, je me stationnais devant la clinique puis j'attendais aux frettes. C'était vraiment pas super, puis ma copine est assez angoissante en général, donc je pouvais pas être avec elle pendant les rendez-vous. Donc. Je travaille beaucoup plus que l'année passée, mais pas parce que j'ai nécessairement besoin de plus d'argent. C'est juste que comme ça me permet de penser à autre chose que de rester chez moi. Notre bal s'est annulé, notre graduation s'est annulée, fait qu'on était vraiment tristes. Puis ça a été vraiment dur sur le moral de tout le monde. C'était un petit peu un deuil, tu sais, quand on se rendait compte que tout s'annulait. Puis bon, je sais pas si on peut vraiment vivre un deuil des choses qui ont jamais existé, mais à long terme, ben c'est ça, c'est des souvenirs auxquels j'aurais pas droit. C'est plate, là. Ouais. Alors, j'active mon micro. Vous venez de voir un petit extrait de cette vidéo. Comme Nathalie a dit, ça s'appelle comment les jeunes ont vraiment vécu, en fait. Comment se portent vraiment les jeunes en confinement. Moi, je suis allé rencontrer une quinzaine de jeunes cet automne qui m'ont raconté comment ils allaient. Puis la réalité, c'est qu'effectivement, elle est difficile pour les jeunes, pour les étudiants en particulier, puis on va en parler aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir, il y a des actions qu'on peut faire. Donc, on va essayer de voir un peu plus clair dans ça aujourd'hui. Moi, je me présente rapidement. Émile Roy, j'ai 22 ans, donc j'ai aussi beaucoup d'amis puis de mon entourage qui sont étudiants en ce moment. Je sors aussi des études très récemment. Puis je fais des vidéos, je réalise des projets variés, des petits films, des trucs. J'ai une exposition immersive ici à Montréal qui revient d'ailleurs sur toute la dernière année.
Donc, je me suis penché sur la résilience humaine, sur les grandes crises, les impacts des grandes crises sur les groupes sociaux. Donc, aujourd'hui, on est très chanceux d'être avec deux intervenants experts, la docteure Mélissa Généreux, ici à Sherbrooke, et le docteur Nicolas Franck, qui est à Lyon. Donc, je vais les laisser tout de suite se présenter. Puis ensuite, on va faire un petit état des lieux. Donc, chacun a préparé quelques minutes où ils vont faire une petite présentation. Donc, je les laisse se présenter tout de suite. Bonjour, ça ne sera pas très long, là, mais disons que je porte deux chapeaux. Donc, je suis médecin spécialiste en santé publique. Je travaille, comme on le disait, à Sherbrooke et je suis aussi professeure. Je fais de la recherche à la Faculté de médecine des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Nicolas Franck, donc, je suis psychiatre, j'organise des structures de soins pour la psychiatrie générale, mais aussi des structures plus spécialisées pour favoriser le rétablissement des personnes qui ont des troubles mentaux sévères. J'ai fondé un réseau en France, une association, et je suis enseignant à la faculté de médecine. Donc, je vais laisser tout de suite Mélissa commencer avec l'état des lieux, sa présentation qui revient sur la dernière année. Oui, et ça me fait sourire la vidéo qui était d'ailleurs excellente et on parlait de chiffres grandioses. Donc là, je me sens un peu mal, mais moi, je vais vous présenter des chiffres plutôt que des paroles, mais qui vont tout à fait dans le même sens que ce qu'on a vu dans la vidéo. J'oserais même dire que ce qu'on observe en termes de mal-être, de symptômes d'anxiété, de dépression, toujours selon des études, bien sûr, ça ressemble à une deuxième catastrophe dont on parle peut-être pas suffisamment, ou on en parle de plus en plus, mais disons que dans les premiers mois qui ont suivi le début de la pandémie, on parlait beaucoup plus du virus que des impacts psychosociaux qui sont pourtant bel et bien réels. Donc, essentiellement, ce qu'on a fait, et tout ça, c'était réfléchi là, avant même que le mot pandémie soit prononcé. Donc, déjà en février 2020, on avait cette certitude-là que l'année qui allait suivre, en tout cas, à l'époque, je pensais plutôt les semaines et les mois. Là, ça s'est avéré être une année, même plus. Donc, cette difficile période allait engendrer différents impacts psychosociaux. Donc, dès avril, on a commencé à mener des enquêtes populationnelles à l'échelle de 8 pays, mais aussi de façon plus extensive à l'échelle du Québec. Donc, vous voyez là, qu'on en a fait en avril, en juin, en novembre, en février et aussi à l'échelle du Québec seulement en septembre. Donc, je ne vous présenterai pas tout ça, mais je vous dirais que c'est avec un cumul de plusieurs évidences là, que je suis à l'aise de vous dire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Là, ce que je vous présente, ce sont vraiment les données les plus récentes, donc les données de février 2021 à l'échelle de l'ensemble de la province du Québec. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est de vraiment examiner ce qui se passait au niveau de la réponse psychologique chez nos adultes de 18 ans et plus, et on le fait par un panel web. Donc, ce sont vraiment des gens qui ont répondu à un questionnaire en ligne, mais qui sont jugés quand même bien représenter l'ensemble de la population québécoise. Et ce que vous voyez, c'est quand même assez frappant, c'est que si on met l'accent sur la barre plus foncée, là, celle avec un 43 pour nos 18 à 24 ans, ce que ça nous dit, en fait, c'est que chez notre groupe des 18-24 ans, on n'a pas moins de 43 d'entre eux qui, à travers le sondage en ligne, rapportent souffrir de différents symptômes qui sont compatibles avec soit un trouble d'anxiété généralisée ou une dépression majeure. Donc, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que 43 de la population des jeunes adultes souffrent d'un diagnostic d'anxiété ou de dépression, mais disons qu'ils ont un cumul de symptômes là, qui sont compatibles. Donc, ça témoigne d'une souffrance psychologique assez certaine. Et on voit que ces proportions-là diminuent au fil du temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'en novembre 2020, on était déjà à des proportions très élevées d'anxiété ou de dépression probable, et ça demeure quand même toujours aussi élevé, peut-être un petit peu moins, mais on ne peut pas parler d'une grande amélioration. On peut penser qu'au moment où on se parle, les choses vont de mieux en mieux, mais je ne l'ai pas mesuré encore. Et je ne les lirai pas tous, mais je vous invite quand même à les lire rapidement pour ceux qui sont plus visuels. Mais on a, dans notre étude, identifié plusieurs raisons qui expliquent pourquoi les jeunes sont si affectés. Et ça ressortait beaucoup dans la vidéo d'Émile. Donc, plus de stress, plus de perte de repères, plus de pertes financières. La solitude est perçue plus difficilement chez nos jeunes que chez nos moins jeunes. Une chose aussi qui est ressortie, les jeunes ont plus souvent vécu la COVID ou l'expérience COVID, donc plus souvent avoir été en contact, en quarantaine, en raison d'un diagnostic, entre autres. Il y a tout un volet aussi de façon de s'informer. On s'est rendu compte que nos jeunes ont tendance à s'informer, bien évidemment, on le savait déjà, mais davantage avec les médias sociaux, Internet, un petit peu moins par les voix, les autorités officielles, ce qui fait en sorte qu'ils ont été davantage exposés à de la fausse information, donc plus de méfiance développée, plus de fausses croyances
surveillance. Donc, tout ça aussi, ça ajoute au lot de stress. Et le plus important, je dirais, la dernière ligne, on s'est rendu compte que nos jeunes ont un plus faible sentiment de cohérence, donc plus de difficultés à, à comprendre ce qui se passe, mais surtout à y donner un sens, à trouver que tout ça, c'est cohérent et être capable de continuer à avancer malgré l'adversité. Ça a été vraiment un fait marquant chez nos jeunes. Et parallèlement, je voyais que les 18-24 ans allaient moins bien. Donc, on a voulu creuser et on a fait une autre étude complètement différente. Donc, elle, c'est à travers des étudiants dans 2 régions du Québec, la Mauricie, centre du Québec et l'Estrie. Donc là, cette fois-ci, on a recruté les étudiants directement par les institutions scolaires, que ce soit des écoles secondaires, les cégeps, là, qui correspondent à des études postsecondaires, mais pré-universitaires, et bien sûr aussi des jeunes de l'université. Donc, quand même 16 500 jeunes au Québec recrutés. Et tout ça, c'était là à la fin janvier par un autre questionnaire en ligne un petit peu différent. Ce qu'on observe ici, c'est un peu le même son de cloche. Là. Je vous dirais qu'on a carrément demandé aux jeunes à quel point comment ils percevaient leur santé mentale en général. Donc, ça peut être de excellent, très bon, bon, ou passable ou mauvais. Donc, nous, on a regardé les passables ou mauvais pour se rendre compte que c'est peut-être pas chez les plus jeunes, là, au niveau du début du secondaire, que c'est vécu le plus difficilement, mais c'est vraiment vers les 16-17 ans, 18-19 ans, 20-21, etc. Donc, où on voit que quand même, littéralement, la moitié d'entre eux s'auto-perçoivent comme n'étant pas en très bonne santé mentale. Et ce pourcentage-là, ce qui était intéressant, c'est qu'on l'avait mesuré juste avant la pandémie dans une autre enquête en Estrie et on voit qu'il a littéralement triplé chez nos jeunes au secondaire. Donc, il y a vraiment une preuve ici qu'il y a eu une détérioration en raison de la pandémie. Et peut-être, je reviens à mon histoire d'anxiété ou de dépression majeure, donc les symptômes qui sont compatibles avec l'un ou l'autre de ces troubles-là. Encore une fois, on voit un petit peu l'évolution au fil des années ou du niveau scolaire et on est cohérent avec ce que je disais tantôt. Donc, c'est pas tant en secondaire 1, 2, mais plutôt à partir du secondaire 3, 4, 5 et encore pire au cégep et à l'université. Là, c'est vraiment à ces niveaux-là où on voit que plus de la moitié des jeunes rapportent des symptômes compatibles avec l'anxiété de la dépression. Donc, finalement, qu'on le mesure à travers une enquête ou l'autre, c'est toujours un peu le même constat qu'on observe. Donc, je terminerai avec cette diapo pour résumer comme quoi, dans notre étude, on voit vraiment qu'il y a 3 fois plus de jeunes qui rapportent une moins bonne santé mentale comparativement à janvier 2020. On voit qu'en grosso modo, c'est à peu près un jeune sur 2 qui rapporte des symptômes d'anxiété ou de dépression, sans pour autant être porteur d'un diagnostic, bien sûr, qu'il y a une évolution au fil des années, mais c'est plutôt à partir de la deuxième partie du secondaire qu'on voit ces problèmes-là devenir plus présents. Je n'ai pas vraiment le temps d'en parler, je reviendrai peut-être tantôt, mais on a aussi regardé des facteurs qui, selon les étudiants, nuisaient de façon importante à la santé psychologique pour voir que la réduction des activités sociales, sportives, culturelles, le temps d'écran qui est beaucoup trop important, le fait d'avoir des cours en ligne, ce qui est vraiment ce qui a marqué le Québec et probablement la France aussi, plutôt que des cours en présentiel, sont là, les 3 facteurs qui ont été identifiés comme ayant le plus nui au bien-être au cours de la dernière année. Donc, je crois que c'était ma dernière diapo. Ouais. Je vais laisser Nicolas continuer. Merci. Oui, je crois que les données vont aller dans le même sens. Alors, la perspective qui a été prise est inverse. Là, c'était plutôt une enquête en population générale pour voir qu'est-ce qui allait permettre à la population de supporter la crise. C'était ça la raison de monter cette crise, de monter cette enquête pendant les premiers jours du premier confinement du printemps 2020, qui a été mise en ligne dès la 2e semaine et laissée ouverte toute la durée du premier confinement et tout le 2e confinement qui en France a eu lieu du 28 octobre à fin novembre. Donc, juste pour situer les choses, là, on vient de parler des troubles avérés avec les taux de dépression, d'anxiété, enfin avec des mesures un peu réductionnistes, évidemment, avec des échelles, mais c'est toujours comme ça qu'on fait. Entre les deux, entre le bien-être, c'est-à-dire le fait de se sentir suffisamment bien en harmonie avec son environnement optimiste, etc., il y a le mal-être, qui est une étape intermédiaire sur une gradation qui va du bien-être au trouble avéré. Et ce mal-être, c'est ce qu'il faut rechercher chez soi. Ça, c'est peut-être déjà un message pour les étudiants. Les signes d'alerte, ça va être une irritabilité, un pessimisme, un sentiment d'ennui, la perte d'appétit, la perte d'espoir, les troubles du sommeil, etc., etc. Donc là, dans les résultats que je vais montrer après, c'est surtout le mal-être qu'on a mesuré et également la modification des consommations. Donc, juste un tout petit mot de méthodologie. En fait, on a diffusé une enquête en population générale via voie de presse nationale et régionale par les réseaux sociaux avec une échelle de bien-être mental en 14 items, toute simple, ça prend 5 minutes à remplir. Et on a croisé ça avec des données psychosociales, des données comportementales et des données de consommation pour essayer de voir quels facteurs étaient corrélés avec un maintien du bien-être, puisque c'était volontairement dans une optique positive qu'on a fait cette enquête. Qui doit être, voilà, ça c'est
Le contexte. En fait, l'idée, c'était de voir quels étaient les éléments qui permettaient de faire face au stress. Et ce stress, bon, Mélissa vient de le dire juste à l'instant, il était dû au désœuvrement, à la peur de la contamination, à la peur de la mort à cette époque-là, qui était très forte en France, avec les données qui venaient d'Italie, où on voyait le tri à l'entrée de la réanimation, avec des gens qui n'étaient pas soignés, qui n'étaient pas réanimés, et des morts par dizaines, centaines et milliers. Et les Français, en fait, avaient extrêmement peur de se contaminer, ce qui n'est plus le cas maintenant au bout d'un an d'épreuves et d'épidémies, où l'épidémie reste toujours très active, mais les personnes ont tendance à vouloir transgresser, avoir surtout peur du confinement plus que de l'épidémie. Elles se réunissent, elles se démasquent volontiers en transgressant, et donc c'est des signaux tout à fait négatifs parce que l'épidémie est encore active et il faut évidemment maintenir la distance sociale et les masques. Mais à l'époque, il y avait vraiment une peur qui était extrêmement importante et un changement très brutal finalement, parce que l'annonce du président de la République, ça a été le 16 mars, pour une mise en place à midi le 17 mars, avec une rupture complète par rapport au fonctionnement antérieur, une perte des repères complète. Le travail s'est arrêté pratiquement pour tout le monde, sauf pour les soignants et quelques autres professions essentielles. Donc moi, je n'étais pas confiné, j'étais à l'hôpital, mais toute la population s'est retrouvée à la maison, désœuvrée, à ne plus pouvoir travailler ou à être projetée brutalement en télétravail sans aucun repère. Donc elle a été sidérée, ce qui est la première étape du stress. Ensuite, certains se sont habitués, et puis d'autres se sont retrouvés dans une détresse psychologique qui s'est installée petit à petit au fil des épreuves, au cours de ce premier confinement, mais aussi au fil des épreuves qui ont suivi, puisqu'après, on a eu des mesures de restriction, un couvre-feu, un deuxième confinement, de nouveau un couvre-feu. Et puis là, on est à la veille peut-être d'un troisième confinement dans 2 régions françaises. On pourra en parler tout à l'heure si vous voulez plus de détails. Donc, pour aller vite, un petit mot déjà sur les consommations, puisqu'on en a profité pour regarder les consommations. Et on a vu qu'un certain nombre de consommations avaient augmenté. Quand les gens sont désœuvrés, enfermés à la maison, parfois tout seuls, en particulier les étudiants, ils se retrouvent à consommer différentes substances, mais surtout consommer des écrans. Et le principal problème qu'on a noté, c'était la perte de contrôle par rapport à la consommation d'écran. Vous voyez qu'elle atteignait 1 Français sur 6. Donc, dans cette enquête en population générale, qui a touché beaucoup de monde, puisqu'on avait eu en 12 heures 5 000 réponses, 10 000 en 24 heures, 20 000 pendant la première semaine, et à peu près 30 000 sur le premier confinement. Mais nous n'avons analysé que les réponses des Français de plus de 16 ans. Ceux qui étaient allés jusqu'au bout de l'étude. Donc, par exemple, pour la première semaine, ça représentait 11 400 sur les 18 ou 19 000 Français. Là, ce sont les difficultés qui étaient rapportées. Vous voyez que les 3/4 des Français rapportaient des difficultés. Seul 26,72%, donc un peu plus d'un quart, ne rapportaient pas de difficultés. Et les principales difficultés, c'était sur l'alimentation, le grignotage, l'impossibilité de se reposer, l'impossibilité de créer des routines. Les gens étaient vraiment perplexes. Ça, ce sont les résultats de la deuxième semaine que je vous montre là. Donc, c'était vraiment le début du confinement et les gens n'avaient pas encore recréé de repères, pas encore recréé une régularité dans leur vie. Et puis, le rythme veille-sommeil qui était altéré, c'est un peu plus d'un quart de la population. Ensuite, donc, nous avons croisé les données de bien-être avec différents paramètres de modalités de vie, occupation, etc., etc. Donc déjà, très globalement, le score de bien-être mental était altéré chez les Français, était diminué chez les Français. Les Français avaient perdu 3 points par rapport à ce qu'on observait auparavant en dehors d'une telle catastrophe naturelle. Et ensuite, nous allons voir que c'était une catégorie de population avait un score bien inférieur. Mais en tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est que ceux qui étaient isolés seuls ou sans soutien social avaient plus de difficultés que ceux qui étaient entourés, soit avec leur conjoint, soit par leurs conjoints, soit par leurs enfants, soit par d'autres personnes, des proches de la famille, plus éloignés, plus ou moins éloignés, etc., etc. Ensuite, on voit que plus les personnes étaient désœuvrées, plus elles étaient en difficulté, et que parmi les personnes qui avaient complètement interrompu leur activité, puisque les universités étaient fermées, que les choses n'étaient pas encore rétablies, il n'y avait pas encore à cette époque-là de cours en ligne, il n'y avait rien du tout, les étudiants avaient les scores les plus bas dans les différentes catégories de population selon l'activité. Ensuite, vous allez voir que ça n'a pas arrêté de s'aggraver au fil des épreuves. Ça, c'est pour toute la population. C'est l'évolution au fil des 7 semaines de confinement qui vont de la 2e à la 8e semaine du premier confinement français, puisque celui-là avait duré un peu moins de 2 mois, 8 semaines. En violet, on a les données du début du confinement. Donc, je vous ai dit qu'on avait une petite altération. Et plus on va vers le vert, plus on évolue dans le temps au fil du confinement, et plus on va vers la gauche, c'est-à-dire plus les scores diminuent. Donc, plus l'épreuve est longue, pire c'est en termes de bien-être mental. Ce bien-être mental, cette altération du bien-être mental étant favorisant évidemment l'apparition de troubles caractérisés. Là, c'est la comparaison entre les scores entre le premier et le deuxième confinement. Alors, on peut penser que le deuxième confinement, qui a été moins strict, aurait dû être mieux supporté que le premier. En réalité, il l'a été moins bien, simplement parce qu'il est venu après une succession d'épreuves. Et vous voyez, pour les étudiants, on avait des scores déjà très abaissés pendant le premier confinement. 46, c'est un score de mal-être très marqué, mais il s'est encore bien altéré ce score au cours du deuxième confinement, puisque ça a atteint 42, et c'était les pires scores qu'on a pu observer.
sur cette enquête qui a été conduite pendant l'année du confinement, et on a vu que 28% des étudiants se déclaraient tristes, déprimés ou désespérés pendant plus de la moitié du temps, qu'il y avait des pensées suicidaires chez 22% d'entre eux. Et puis, vous voyez, on peut comparer ça au taux d'équipement en psychologue dans les universités, et on voit que c'est bien trop faible. C'est une mise en perspective qui est intéressante. Par contre, je remarque que ces scores sont plutôt plus favorables que ceux du Québec, d'après ce que j'ai vu des données de Mélissa. Sauf les pensées suicidaires qui sont plus élevées, d'après ce qui me semble. Voilà, on pourra peut-être en discuter après. On peut aller sur la diapositive suivante. Eh ben, je crois que c'est tout, effectivement. Merci. Et donc, tout ça, ça a permis de donner des consignes, effectivement, pour faire face à la crise en termes de solidarité, de contacts sociaux, d'occupation, de pratiques d'activités sportives. Mais ça, ce sera peut-être l'objet de la discussion. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire selon ce que vous avez tous les deux dit. Je devrais peut-être commencer avec quelque chose qui est peut-être central aujourd'hui parce qu'on parle des étudiants. Puis c'est frappant, on le voit dans les statistiques, je pense dans vos deux présentations, à quel point les étudiants en particulier sont les plus touchés. Est-ce que, puis vous avez dit chacun un peu des raisons, mais est-ce que c'est aussi le fait, puis là je m'interroge, que les étudiants sont les seuls qui tout d'un coup ne se rendaient plus, c'est-à-dire leur cadre de vie à tous les jours, leur sens un peu à tous les jours, à toutes les semaines, a été un peu détruit ou en tout cas, c'est ça, le sens n'était plus là, pour beaucoup d'étudiants. L'école en ligne, c'est comme plus l'école, j'ai l'impression, pour beaucoup d'étudiants. Donc, est-ce que le fait que ce sens-là ne soit plus là, cette direction-là qu'il y avait à toutes les semaines, c'est un des grands facteurs? On va vous écouter là-dessus. À tour de rôle. Ben, en fait, moi, je peux effectivement le sentiment de cohérence, donc justement le sens qu'on donne est effectivement plus faible chez les 18-24 ans que chez nos adultes. Mais si je laisse faire les données de notre côté et puis qu'on y va avec nos observations, comment on pourrait expliquer ça? C'est que les étudiants ne sont pas les seuls à avoir été en téléétudes ou télé quelque chose. Là. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été mises en télétravail, des parents qui ont été en télétravail, comme on voyait avec les données de Nicolas, avec enfants à la maison, de jeunes enfants. Donc, il y a eu toutes sortes de perturbations. On peut aussi penser, en tout cas du moins à l'échelle du Québec, j'ose croire que c'est un peu similaire en France que nos personnes âgées, si on se rappelle, à la vague 1, nos personnes de 70 ans et plus se sont fait littéralement dire de ne plus sortir de la maison. Ils étaient en confinement un peu quasi obligatoire parce qu'on leur disait que c'était trop dangereux de sortir de la maison, simplement pour leur état de santé. Donc, plusieurs même pensaient que ça allait être les 65 ans et plus qui allaient afficher le plus de manifestations de souffrance psychologique, étant donné ce qu'on leur imposait. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est vraiment une histoire, vraiment, comme tu dis, de sens, de perception, de comment moi je comprends ça et quel sens je lui donne. Et c'est relativement logique de croire que c'est plus difficile lorsqu'on est en transition de l'adolescence au passage à l'âge adulte, un moment où on apprend à se définir par autre chose que le regard de ses parents, comme on a été habitué pendant toute notre enfance, et on se développe par le regard des autres. Donc oui, nos collègues à l'école, nos professeurs, nos nouveaux, peut-être notre nouvel emploi qu'on a à temps partiel en même temps qu'être étudiant, tout ça a été coupé d'un coup, une nouvelle relation amoureuse, évidemment, voir ses amis, tout ça a été coupé en même temps et même si cet isolement-là a été peut-être même plus important pour nos personnes âgées, le sentiment de solitude, lui, a été perçu de façon plus importante chez nos jeunes et a probablement été plus difficile à comprendre et c'était plus difficile de lui donner un sens qui nous permet de dire, ben oui, ça m'arrive, puis toute mon année, j'ai comme on entendait tantôt des jeunes dire, ben oui, je n'aurai pas de balle de finissant, puis c'est correct, je l'accepte, puis je vis bien avec ça. C'est difficile, c'est vraiment une période charnière où on a coupé de plusieurs occasions un peu classiques à travers lesquelles, normalement, un jeune est appelé à se développer. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerais.
Ah oui, effectivement, ils ont perdu beaucoup, hein. Ils ont perdu les rencontres avec les camarades qui sont essentielles. Ils ont perdu les rencontres avec leur famille parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde et ça va être la même chose au Québec. Donc un isolement qui se retrouve tout à fait majeur. Ils ont perdu les petits boulots parce que c'est souvent dans la restauration, il n'y avait plus de restaurants. Enfin, ils ont perdu vraiment énormément dans une période où ils sont en pleine construction et puis ils ont perdu toute perspective parce qu'ils se sont retrouvés avec des examens qui étaient mal définis, des cours qui n'existaient plus du tout au début parce que autant les choses se sont structurées après, autant maintenant, en France, c'est une journée par semaine à l'université, le reste en télétravail. C'était assoupli, enfin en téléenseignement, ça a été assoupli fin janvier. Auparavant, entre le 28 octobre et fin janvier, c'était complètement à la maison sur écran. Et c'était vraiment une souffrance tout à fait majeure pour les étudiants. Et ça a été entendu par les pouvoirs publics. Mais aussi quelque chose qui les a beaucoup blessés, qui les a mis en colère, c'est qu'ils ne sont pas victimes de l'épidémie, qu'on les accuse de transmettre l'épidémie et qui sont les principales victimes des conséquences, enfin qui sont les principales victimes des mesures prises en compte mises en place pour lutter contre l'épidémie. Et ça, pour eux, c'est tout à fait difficile. Autant que les personnes âgées se retrouvent enfermées, ça leur paraît naturel, puisque sinon elles risquent de mourir. Autant eux qui ont un risque qui est tout à fait proche de zéro, qui se retrouvent enfermés, c'est tout à fait insupportable. Donc ça a été quelque chose qui aussi les a beaucoup remués. Mais pour revenir sur ce que disait Mélissa tout à l'heure, effectivement, ils n'ont pas les seuls à avoir été enfermés. Au départ, en France, 100% de la population, pratiquement, sauf les médecins, les boulangers, les bouchers, etc., étaient enfermés pratiquement tout le temps. Et les gens avaient très peur. Moi, je me rappelle, je venais en vélo à l'hôpital, puisque tout était fermé, il n'y avait plus rien, il y avait du transport en commun, on ne pouvait pratiquement plus les prendre, il y avait des bandes qui couraient dedans. Enfin, c'était vraiment très, très particulier. C'était une ambiance de Walking Dead, avec les rues vides, les devantures fermées, pas de voitures, pas de piétons. Je traversais Lyon pratiquement seul, il me faut une demi-heure en vélo pour traverser. Et donc, c'était vraiment extrêmement frappant. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Oui, que tout le monde était enfermé. Et voilà, c'est ça. En allant en vélo, j'avais perdu mon portefeuille à un moment donné. Il était tombé dans la rue parce que je n'avais pas fait attention. J'avais plein de choses dans mes poches. Et puis, quelqu'un m'a contacté pour me le rendre, ce qui était très gentil. Mais quand je suis allé le chercher chez lui à l'autre bout de Lyon, parce qu'il était visiblement sorti, il l'a récupéré sur mon trajet. Puis je suis allé le chercher à l'autre bout de Lyon. Il me l'a tendu pratiquement dans un sac en plastique en ayant très, très peur, alors que c'était un jeune que je le touche. Ça, c'est des choses qu'on ne voit plus du tout maintenant. Il y avait une peur qui était tout à fait généralisée, même chez des gens relativement jeunes. Donc, les données qu'on avait à l'époque, en 2020, celles que j'ai montrées là, ce n'est pas les mêmes que maintenant. Et autant les étudiants avaient peur, étaient perdus, etc. Ils étaient désarçonnés parce qu'ils avaient perdu beaucoup, mais autant après, ils se sont mis en colère petit à petit, la situation a évolué, et puis maintenant, ils ne sont plus qu'en colère, sans peur, je pense. Avant de rentrer dans des questions du public et plus dans la partie solutions collectives, individuelles, moi j'ai une question. Admettons qu'on parle aux jeunes directement, aux étudiants. À partir de quel moment on se dit, OK, là, moi je suis en détresse psychologique, c'est sérieux, puis peut-être que je devrais aller soit consulter. Est-ce qu'il y a une limite claire de là, OK, là c'est la détresse psychologique? Vous voulez peut-être que je réponde, puisque c'est moi le psychiatre, effectivement. La détresse psychologique, c'est quand on ne peut plus faire face. Moi, je pense qu'il faut être vraiment très, très pragmatique. On peut être dans un certain mal-être, mais réconforté par ses camarades ou par sa famille. Il faut leur parler. De toute façon, il faut de la solidarité, il faut de l'entraide pour faire face à cette situation. Donc, la première des choses à faire quand on ne se sent pas bien, c'est d'appeler un proche, de discuter. On sait que c'est un facteur de protection. Après, ça peut suffire ou ça peut ne pas suffire. Si ça ne suffit pas avec telle personne, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, on en appelle une deuxième. Mais si vraiment, malgré ça, on continue à voir les choses en noir, on continue à ne pas pouvoir se projeter, à ne pas arriver à faire ce qu'on a à faire, par exemple à suivre ses cours sur l'ordinateur, puisque c'est ce qui se passe tout le temps au Québec et la plupart du temps en France, si on ne peut plus faire face à ça, je pense qu'il faut parler à un professionnel. Il y a des plateformes en ligne. Et si ça ne suffit pas, on va voir un professionnel en chair ou en os via l'écran, évidemment, au début. Si je peux me permettre aussi, j'ai l'impression, je ne sais pas si en France c'est aussi clair que ça, mais au Québec, on a beaucoup tendance à dichotomiser la santé mentale. Malade, pas malade. Donc, je suis atteint d'un trouble, je dois consulter ou je ne suis pas atteint d'un trouble. Mais j'aimais bien votre distinction tantôt de mal-être. Et en fait, la santé mentale, c'est un continuum. On peut aller extrêmement bien, on peut commencer à aller un peu moins bien, pas mal moins bien, puis éventuellement jusqu'à ce qu'on ait de la difficulté à fonctionner ou ça devient trop envahissant. Et là, on doit peut-être aller consulter les formes plus, les services plus formels. Mais je pense que sur ce continuum-là, on doit constamment prendre conscience de où on se situe. Puis, il peut y avoir une certaine variabilité d'une journée à l'autre, là, bien sûr, qui fait que, je veux dire, il ne faut peut-être pas partir en peur si une journée, vous avez moins bien dormi, vous avez eu de mauvaises nouvelles et là, vous vous sentez tout croche. Mais si on sent que tranquillement, on se dirige vers un petit peu plus du mauvais côté du continuum,
ma suggestion serait de ne pas attendre de se rendre trop près du mal-être qui commence à vous empêcher de fonctionner. Et comme on disait, d'en parler à des proches, mais aussi plusieurs choses qu'on peut faire par soi-même. Il y a eu une multiplication d'outils en ligne aussi pour vous aider à mieux organiser votre pensée, des outils pour aller mieux. Comme au Québec, on appelle ça « Aller mieux à ma façon », qui est un outil en ligne gratuit qui vous aide à faire un peu votre propre plan de santé mentale en partant de où vous vous situez et de vos intérêts, de ce qui vous branche à vous pour essayer d'aller mieux. Donc, bref, la santé mentale, c'est quelque chose, c'est sur un continuum qui se travaille autant qui se travaille à la positive. Peu importe on est où, on peut toujours viser à se maintenir et encore mieux, aller mieux, à s'améliorer dans son bien-être. Je suis curieux, comment on fait, puis c'est la grande question qui est sans réponse précise, mais comment on fait, il y a deux volets pour que ça aille mieux, pour aider les gens. Est-ce que le premier volet, c'est comment on fait pour parler de santé mentale pour que les gens qui entendent se sentent mieux? Et deux, comment on fait pour soi-même s'aider soi-même là, dans sa vie? Donc, les différentes solutions qu'on peut essayer d'entreprendre là, individuellement. Puis après, on pourra peut-être aller dans le collectif aussi. Là. Mais peux-tu me permettre de dire que ton ordre, je l'inverserais? C'est un petit peu, prenez l'analogie du vol d'avion. Là, on va toujours vous dire de prendre le masque à oxygène pour vous-même avant d'essayer de porter assistance à autrui. Là. Donc, c'est quand même une règle de base relativement bien reconnue en tout ce qui est santé psychologique. Donc, d'abord, prenez conscience de comment vous vous sentez et essayez de trouver les moyens pour vous aider vous-même. Vous allez être pas mal meilleur ensuite pour porter assistance à autrui. Donc, je me permettrais de mettre cette distinction-là. Mais je ne sais pas si, Nicolas, vous vouliez peut-être commencer, vu votre expertise, puis je pourrais compléter. De toute façon, il y a un problème déjà qui est très, très général en santé mentale, c'est que ce n'est pas parce que la personne est en souffrance qu'elle va demander de l'aide. La plupart des jeunes ne demandent pas d'aide du tout. Ça, on le remarque dans les universités françaises. Donc, il est très important de promouvoir la santé mentale de manière positive pour que les personnes puissent arriver à avoir un regard sur cette dimension de notre santé, ce qui n'est spontanément pas le cas. On a tendance à plutôt nier, à penser que ça va aller, à laisser ça de côté. Et puis, quand on s'en rend compte, quand on veut bien s'en rendre compte, c'est déjà trop tard. Donc, je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire pour parler de cette gradation qui a été évoquée tout à l'heure entre bien-être, mal-être et puis des manifestations psychiatriques qui peuvent être aspécifiques ou aller vers un trouble caractérisé. Puisque ce continuum, les choses s'installent petit à petit. En fait, on le parcourt, ça prend des semaines ou des mois. Donc, ce qui est très important, c'est d'être attentif à l'autre. Dans la mesure où la personne ne peut pas s'en rendre compte elle-même, dans un certain nombre de cas, un camarade peut le lui signaler. C'est-à-dire là, je ne te trouve pas comme d'habitude, je pense que tu as peut-être besoin de me parler, etc., etc. La question, c'était comment on parle, nous, ou comment les jeunes se parlent entre eux. Je pense que ce n'est pas ce qu'on va dire qui est important, c'est plutôt l'écoute. C'est plutôt d'entendre comment la personne a un vécu qui va être altéré. Si on fait preuve d'écoute, on peut aider l'autre. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre en empathie, on essaye de comprendre ce qu'elle ressent, et puis petit à petit, on essaye avec elle de trouver des solutions pour lui permettre de surmonter la difficulté. Alors, avant d'aller vers des solutions psychothérapiques ou médicamenteuses qui relèvent de la psychiatrie, il y a tout ce qui peut se faire entre jeunes. Et ça veut dire donc effectivement être solidaire, ça veut dire conseiller des choses très pratiques pour lutter contre les idées dépressives, les manifestations dépressives. Et on sait que la pratique d'une activité physique, elle est positive. La pratique de la relaxation, la pratique de la méditation, c'est dans les recommandations internationales, c'est positif. Ce sont des traitements antidépresseurs. Donc avant d'aller voir le psychologue ou le psychiatre, on peut déjà avoir recours à tout ça. S'entraider entre camarades, reprendre une pratique du sport, même si les centres sportifs des universités sont fermés, il faut au moins aller marcher. Il y a encore un peu de neige au Québec, je sais, mais on peut quand même marcher, c'est dégagé. Ou on peut faire du sport, du fitness avec les applications qu'on a en ligne à la maison. Mais il faut trouver une solution aussi pour se dépenser, ça c'est très important. Et puis le fait d'avoir un but. Le fait d'avoir un but, de redonner du sens à ce qu'on fait, Mélissa l'a dit tout à l'heure, par rapport à ses études ou plus globalement, ça peut être se réorienter, se fixer un objectif pendant cette période-là. Tout ça, c'est des choses qui vont aider les personnes. Et c'est très important quand on est jeune, quand on est à distance, de vraiment bien prendre en considération tout ça. C'est aussi ne pas laisser se désorganiser sa journée, ce qu'on appelle son cycle nictéméral. Normalement, on dort la nuit. Les jeunes, ils ont tendance à se décaler. Alors ça, c'est un facteur de mauvaise santé mentale. Il faut essayer de rester dans quelque chose qui est un petit peu organisé, se lever le matin à une heure qui est décente, se mettre assez court dans la journée comme c'est prévu d'habitude quand on va en amphi, avoir de vrais repas, ne pas grignoter des choses grasses et sucrées parce que c'est juste pour prendre du poids, surtout quand on ne fait pas de sport. Et ça, c'est pas spécialement bon pour la santé. Ensuite, c'est un cercle vicieux. Donc, restructurer son quotidien, avoir une pratique sportive, des échanges sociaux, se fixer des objectifs, ça, c'est des conseils de bon sens qui permettent déjà de faire face à une grande partie des situations.
Je pourrais peut-être compléter. Je trouvais ça intéressant ce que vous dites, que très peu, ben, pas suffisamment d'étudiants qui pourraient vouloir aller chercher de l'aide le font. On l'a d'ailleurs documenté, là, tantôt, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais dans nos différentes études, là, entre autres, nos étudiants, il y en a seulement 22 de ceux qui affichaient des symptômes d'anxiété ou de dépression, là, donc un cumul de symptômes qui était évocateur d'un trouble. Seulement 22 d'entre eux se disaient prêts à en parler à un adulte, que ce soit un psychologue, un professeur, un travailleur social, un psychoéducateur à son école, dans son institution scolaire. Donc, 22 c'est très peu. Puis on a posé un peu la même question dans nos autres études chez les adultes en général pour se rendre compte que c'est à peu près la même chose. Donc, au cours de la dernière année, nos adultes qui avaient des symptômes d'anxiété ou dépression, c'est seulement 35 d'entre eux qui disent avoir reçu une forme ou une autre de soutien psychologique. Et parmi nos adultes qui disaient avoir eu des idées suicidaires sérieuses, là, j'ai songé sérieusement à me suicider dans la dernière année, seulement 1 sur 2 est allé chercher du soutien. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Et ça, je me suis toujours questionnée. C'est pour ça que j'aimerais peut-être, je vous relancerai la question après, Nicolas, mais je me suis souvent demandé si, au Québec, et là, je ne me permets pas de projeter dans d'autres nations, d'autres pays, parce que je connais davantage la culture québécoise, mais le fameux ah, ça va bien. Ça va bien. Comment ça va? Ah, ça va, ça va, ça va. Et en particulier les hommes, je vous dirais, là, et je ne veux pas être péjorative, mais les hommes ont vraiment tendance à conserver un peu leur mal-être pour eux. Et c'est pas surprenant de voir qu'ils sont aussi plus nombreux à se rendre jusqu'à commettre un suicide, donc mourir par suicide, que les femmes, alors qu'ils sont beaucoup moins nombreux à recevoir un diagnostic d'anxiété-dépression parce qu'ils vont moins chercher de l'aide. Donc ça, il y a vraiment, je pense qu'on doit un peu déstigmatiser. C'est encore le cas au Québec. Les gens ne veulent pas être affichés comme si c'était une faiblesse d'aller consulter. Je l'ai énormément, souvent entendu. Premièrement, on peut aller consulter pas nécessairement parce qu'on est atteint d'un trouble. Là, je pense que prendre soin de sa santé mentale, ça peut être d'aller voir un psychologue, d'en parler à quelqu'un, recevoir une forme de soutien psychologique pour éviter de se rendre trop loin dans le continuum et de finalement développer un trouble bien ancré dont ça va être plus difficile de se débarrasser. Ou évidemment, si on est rendu plus loin dans le continuum, bien, d'aller chercher les soins pour aller chercher les traitements, la prise en charge médicale qui est nécessaire. Donc, ça, c'est très difficile pour plusieurs adultes et plusieurs jeunes. Je voulais juste le nommer. Donc, il y a peut-être un travail de un peu déstigmatiser, en fait, de normaliser aussi la réaction. Tu sais, vous voyez que par les statistiques qu'on démontre, j'ai l'air de vouloir beaucoup médicaliser la problématique, mais pas du tout. Moi, tout ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans les dernières semaines, derniers mois, vous avez eu des symptômes d'insomnie, de culpabilité, des idées noires, bien, vous n'êtes pas seul, là. Il y en a un méchant paquet de jeunes et de moins jeunes qui ont eu les mêmes symptômes que vous. Et savez-vous quoi? Cette réaction-là, elle est normale. Moi, je le savais en février 2020 que ça allait arriver sur la base des études des autres catastrophes antérieures. On le savait que ça allait arriver. Donc, les gens qui réagissent comme ça, ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une réaction attendue et normale. Ce qui n'est pas normal, c'est la situation qu'on vit. Donc, ça, je pense, d'être capable de comprendre ça, puis de se dire qu'au contraire, ce n'est pas une faiblesse d'aller consulter, c'est une force. C'est d'avoir le courage d'admettre qu'on n'est pas à son meilleur et que peut-être que d'avoir une certaine aide extérieure, ça serait aidant. Donc ça, c'est vraiment un message que je voulais passer aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Donc, juste dire aux gens, rapidement aux gens qui nous écoutent, vous pouvez déjà poser des questions. Il y a un onglet questions-réponses et des questions rapides, comme ça on pourra terminer avec vos questions. Puis je vais laisser Nicolas continuer. Oui, non, je pense que pour résoudre cette difficulté, je pense qu'il faudrait vraiment aller vers de l'éducation à la santé beaucoup plus systématique dans le domaine de la santé mentale. Ça n'est pas fait. Ça reste très tabou. Effectivement, c'est perçu comme une faiblesse de ne pas se sentir bien, de ne pas faire face. Et puis, il y a carrément des pathologies qui sont extrêmement stigmatisées. Ça l'est un petit peu moins. Au Québec, le travail de Luc Vigneault, qui est un père aidant, qui occupe beaucoup de place, ça a aidé. Mais ça reste encore très difficile. Et en France, c'est bien pire. Alors que dans certains pays comme en Australie, la dépression est enseignée à tous les collégiens, la schizophrénie à tous les lycéens. Après, on peut en parler. C'est quelque chose qui devient normal. En France, on en est loin. Ce n'est pas dans le programme de l'éducation nationale, la schizophrénie ni la dépression. Alors les enfants en parlent plus entre eux. C'est plus banal. Moi, je vois les petits, ceux qui sont en primaire ou au début de collège, ils arrivent à en parler plus facilement. Mais les plus grands, ça reste encore un petit peu comme nous, tabou. Tant qu'on aura des tabous, on aura une impossibilité d'accéder aux soins. C'est évident.
Mais j'ai vu Et- récemment, oui. je m'excuse Émile, mais par rapport à ça, j'ai vu un mouvement qui commence à se déployer en France. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux et qui citait un mouvement qu'on est en train de mettre en place aussi au Québec. Donc, sans se parler intuitivement, on en est arrivé un peu aux mêmes solutions, à savoir de créer des réseaux. Bon, ça peut être par aidant, sentinelles, éclaireurs, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant au Québec, ou les bienveilleurs que j'ai vus en France. Philippe Rodet, en tout cas quelqu'un de chez vous en France qui parle beaucoup de ce réseau-là de bienveilleurs, mais toujours est-il qu'on est dans la même logique où on élargit l'étendue ou le nombre de personnes qui se sentent peut-être plus outillées ou dans un mode où on veut vraiment porter assistance à autrui, veiller au bien des autres. Donc, vraiment une bienveillance qu'on exerce à travers nos rapports avec autrui. Et pour ça, bien, faut bien comprendre la perspective puis l'adopter au quotidien. Donc, vraiment être en mode observation, écoute, parce que, encore une fois, je le redis, au Québec, le classique, c'est de dire hey, comment ça va? T'sais, on croise quelqu'un dans le corridor, hey, ça va? Puis essayer pour voir, de dire non, non, ça ne va pas, la personne va être un peu bouche bée parce qu'on s'attend un peu classiquement à se faire dire oui, oui, ça va, tout va bien. On n'est pas très, très outillé du moment qu'on voit qu'une personne est en détresse pour dire ouf, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment je peux l'aider, comment je peux ne pas lui nuire, quels sont les signaux d'alarme qui font en sorte que je devrais peut-être le référer. Et ça, bien, il existe des formations en premier secours psychologique, par exemple. Il existe toutes sortes d'outils très vulgarisés et accessibles qui fait en sorte que ces réseaux-là d'éclaireurs, de sentinelles ou de bienveilleurs, une fois qu'ils ont reçu cette formation-là et qu'ils décident d'adopter cette perspective-là, bien, on multiplie un peu l'effet de repérage dans la communauté et de soutien plutôt que de strictement se fier au réseau de soins plus classique. Eh oui, c'est ce qu'on appelle les premiers secours en santé mentale en France. Et effectivement, pour l'instant, ça ne se fait pas de dire qu'on ne va pas. En fait, il faut changer les convenances. On a bien changé les convenances en termes de se toucher, se faire la bise. Maintenant, on porte des masques, on ne se touche plus. Donc, on peut peut-être changer les convenances sur ce qu'on dit quand on répond à cette question-là. Et effectivement, je pense que pour aller plus avant dans la déstigmatisation, il faut absolument s'appuyer sur les personnes qui sont passées par l'épreuve de la maladie mentale. Et le fait que les pères aidants communiquent beaucoup, que ce soit au Québec ou en France, je pense que c'est un grand progrès, que ça va faire du bien. Mais ça n'a pas encore atteint la population générale. Ça commence tout doucement. Il y a encore quelques années de travail. Alors, on a plusieurs questions. Je vais essayer d'en afficher une. Je pense que ça fonctionne. On clique sur la question. Répondre en direct. Est-ce que vous voyez la question ou non? Alors, je vais vous la dire. Le fil de conversation, on les voit, là, mais je ne sais pas laquelle. Après, elle disparaît. Alors, je vous la lis. Spectateur anonyme pose la question. Sans enlever l'orientation vers les professionnels compétents, existe-t-il des outils fiables d'autodiagnostic que l'on pourrait recommander à un étudiant qui se questionne et qui veut se situer dans le continuum de la santé mentale? Moi, je dirais l'échelle de bien-être mental qui font l'étude de tout à l'heure. WEM, WBS, elle est téléchargeable en ligne. Le score est entre 14 et 70. En général, on doit avoir plus de 50. Si on est en dessous de 50, c'est que ça ne va pas bien. Puis vous avez vu, ça tombe à 46, 42. Là, ils en sont en dessous encore maintenant. Donc, on peut se tester là-dessus. Ça n'a pas forcément une valeur absolue, mais c'est une valeur par rapport à soi-même. C'est un repère. WEM, WBS, c'est ça. Vous tapez ça, Centre ressources de réhabilitation psychosociale, et vous avez le fichier à télécharger. Donc ça, vous pourrez l'utiliser. C'est quelque chose qui est un outil très, très facile. Donc c'est un repère par rapport à soi-même. Il faut voir l'évolution. C'est normal en ce moment d'être contrarié, d'être dans le mal-être. Ce n'est pas parce qu'on a un score à 46 que c'est anormal. C'est ce que disait Mélissa tout à l'heure. En revanche, si le score continue à baisser, ça peut être qu'on s'enfonce effectivement sur la spirale du mal-être et qu'on va vers la psychiatrie. Exact. Mais si vous voulez, peut-être je propose que dans le fil de conversation, si vous avez l'hyperlien qui mène vers l'outil, moi aussi, je pourrais vous mener. J'ai un hyperlien pour les 2 échelles de mesure d'anxiété et de dépression que je prenais. Ce n'est pas mon hyperlien ou mon équipe de recherche, mais je les ai trouvés et c'est en français. Donc, vous pouvez, c'est sympathique, là, vous pouvez répondre aux questions et vous allez avoir votre score et la signification de ce score-là. Mais comme Nicolas disait, moi, je veux juste faire attention avec le mot autodiagnostiquer parce que je pense que l'acte diagnostic, c'est fait par un professionnel. Je vais vous donner un exemple. Si vous répondez au questionnaire et que, pour mes échelles de mesure, c'est un score de 10 et plus là, qui évoque un possible trouble d'anxiété ou de dépression, mais on ne peut pas se diagnostiquer simplement avec ça. Il faut vraiment aller consulter. Ça pourrait être un indice d'aller consulter, mais le médecin ou le psychologue va vraiment regarder plus largement là, à quel point votre fonctionnement quotidien est affecté. Donc,
tout n'est pas quantitatif, là. Il faut vraiment avoir un échange avec un professionnel pour avoir un diagnostic. Mais je pense que ce que la personne voulait dire, c'est peut-être prendre un recul, avoir une meilleure prise de conscience de où on se situe sur le continuum. Donc, on pourrait partager les liens, effectivement. C'est ça. Effectivement, le diagnostic, c'est le travail du psychiatre. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ça n'est pas juste un score à une échelle. En revanche, le mal-être ou le bien-être, on peut le quantifier. Et ça donne effectivement un signe de prédisposition à l'entrée dans un trouble psychique. Ça, c'est une question que j'ai. Vous avez tous les deux parlé du fait que la santé mentale était peu abordée, même avant la pandémie. C'est un sujet qui était assez tabou ou qui était... Quand on en parlait, on parlait souvent de troubles, effectivement, on ne parlait pas beaucoup de continuum. Comment, là, on parle du futur, admettons, là. Comment est-ce que les choses doivent changer? Comment est-ce que collectivement, on doit adapter nos institutions, par exemple, ou l'accès aux psychologues, par exemple, ou justement les normes sociales de dire « Hey, comment ça va? Ben, moi, ça va pas si bien en ce moment. » Qu'est-ce qui doit changer dans le futur pour que, bon, advenant les prochaines crises, on soit un peu mieux outillés, là? Ça. Ben, en fait, peut-être que je me permettrais de commencer juste pour. Moi, je suis visuelle là, quand je parle, donc je gesticule beaucoup, mes excuses, mais il y a vraiment une pyramide qui, je trouve, explique bien un peu comment on peut percevoir ou imaginer l'ensemble des interventions en santé mentale selon encore une fois, un peu un continuum, de la prévention jusqu'au curatif, le traitement, et de la population ou de la communauté jusqu'à des individus qui sont davantage affectés. Donc, cette pyramide-là, ça s'appelle le Step Care Model, donc l'intervention par palier en santé mentale. Et imaginez qu'au top de la pyramide, vous avez les services spécialisés en santé mentale qui sont tout à fait indispensables et nécessaires lorsqu'on atteint, qu'on se dit qu'on se rend sur le continuum un peu plus sévère, là, où on s'approche d'un diagnostic possible avec des problèmes de fonctionnement au quotidien et tout ça. Ensuite, la deuxième étage de la pyramide serait les services de première ligne. Donc, on est dans une logique où on veut agir tôt dans le processus de la maladie ou peut-être même prévenir qu'une personne bascule vers la maladie, donc l'attraper au moment où elle a des symptômes de maladie sans pour autant avoir un trouble au niveau psychiatrique. Et ça, la première ligne, elle peut se faire par le réseau clinique, les médecins de famille, omnipraticiens, etc., mais elle peut aussi se faire avec tous nos professionnels en santé psychologique et je dirais même à travers la communauté, comme on disait, avec des premiers secours psychologiques. À la limite, quelqu'un qui aurait des symptômes un peu plus légers pourrait, par un soutien par les pairs, être capable de s'en sortir là, sans avoir à aller consulter une première ligne clinique. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est en dessous, là, l'étage numéro 3 de la pyramide, où là, on appelle vraiment une action qui est davantage communautaire et davantage en promotion du bien-être et de la santé mentale plus positive. Et à mon avis, c'est là le nerf de la guerre et c'est là où on a clairement pas suffisamment investi dans la dernière année, et j'oserais dire bien avant. Là. Dans la dernière année, c'est catastrophique parce qu'au bout du compte, tout ce qui s'appelle relation avec la communauté, tout ce qui est en présentiel, il y a quelque chose carrément qui se développe en termes de relations sociales qui est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on est en face à face que connecté à distance. Donc, ce sentiment-là d'ancrage dans la communauté, ce sentiment-là qu'on peut être soutenu par nos voisins, par des citoyens de notre quartier, sentir qu'on justement, on redonne un sens à notre vie qui passe par la vie de notre quartier, par notre communauté, qu'on est tous ensemble, qu'on est solidaires. Il y a tellement de choses qu'on a à regagner au cours de des prochaines années qui s'est malheureusement un peu déconstruit. On fait plus face à des frictions, des tensions sociales, des prises de position assez différentes, des prises de bec sur les réseaux sociaux. Là, on doit retrouver ce sens de la communauté-là et ça peut vraiment en soi être très, très protecteur là, contre les problèmes de santé mentale. Effectivement, au-delà de toutes les ressources qui sont offertes aux personnes qui vont mal, je pense qu'il faut surtout créer, et c'est ce qui manque le plus, des ressources qui permettent aux personnes de se rendre compte qu'elles vont mal ou que leurs proches vont mal. Donc moi, je crois beaucoup aux campagnes de communication sur la santé mentale et profiter de la pandémie pour parler de ça. Je pense que c'est un effet collatéral positif, puisque là, on peut parler de santé mentale positivement.
dans quelque chose qui est évidemment une des dimensions principales de la catastrophe naturelle qui nous affecte. Donc moi, je pense vraiment à des campagnes de communication, de l'enseignement, et puis diffuser les premiers secours en santé mentale, ce qu'on évoquait tout à l'heure, des choses très très pratiques pour la population, des ressources comme c'était fait en Angleterre avec le NICE sur Internet, avec du soin psychologique par des applications. Enfin, tout ça, ça doit vraiment se développer dans nos deux pays, je pense. Mais ça passe vraiment par de la communication d'abord, parce que si on met les ressources et que les gens ne sont pas informés, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, et en particulier pour les étudiants. Et la médecine universitaire, il faut vraiment qu'elle soit proactive, qu'elle aille chercher ceux qui vont mal. Donc il faut leur écrire, il faut leur signaler les critères de gravité, d'alerte. En tout cas, il ne faut pas les laisser chez eux enfermés. Mais moi, je rêve d'un projet un peu fou, mais c'est pas si compliqué ça, d'avoir une campagne sociétale, là, vraiment qui est visible à travers les différents types de médias et réseaux sociaux, où on veut carrément se créer un appel à la contribution bienveillante. Tu sais, donc, finalement, on a eu ce type de mouvement-là au Québec au début de la pandémie avec le mouvement jecontribue.com, un site très facile à retenir, et les gens pouvaient aller s'inscrire pour dire: je ne sais pas quels sont vos besoins, mais j'ai le goût de contribuer comme citoyen. Donc, si ça peut être d'aller laver les planchers dans un centre hospitalier, je suis disponible. Donc, des gens qui étaient disponibles, mais vraiment pour la lutte à la COVID. Mais là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont disponibles et qui auraient le goût de s'impliquer pour la lutte aux impacts psychosociaux, donc finalement pour promouvoir la bienveillance. Donc, imaginez là, ce genre de « je contribue pour la bienveillance nationale, internationale », où les gens peuvent s'inscrire, aller chercher peut-être une petite trousse de départ pour qu'on les outille justement en formation de premiers secours en santé mentale, etc., pour au moins que tout le monde parte avec une certaine base, et que ces noms-là soient connus des différentes instances ou autorités de santé publique, pour qu'on puisse faire des mix and match, là, finalement, être au courant des gens qui ont le goût de contribuer et les relayer ou les diriger vers des endroits où les besoins sont grands. Donc, ça, c'est cet effort-là là, de bien connecter les forces vives de nos communautés, c'est pas encore suffisamment fait, et je trouve que ça serait pas très compliqué. Je dis ça comme ça. C'est très, très fort ce que vous venez de dire, Mélissa, parce que je pense aussi qu'il y a une grande force quand on se rend compte qu'il y a une union, que tout le monde ensemble, en ce moment, on a été... ça a été un déchirement pour tous là, depuis un an. On est tous dans le même bateau là, de cette pandémie, et on peut aussi tous aller mieux ensemble. On peut se rendre compte que lui est résilient, elle est résiliente, et on se connecte un peu comme ça. On va tout de suite aller au mot de la fin, parce qu'on est déjà, le temps passe très vite. Donc, je vais vous laisser chacun faire un mot de la fin, puis ensuite, je vais faire une petite conclusion. Donc, je ne sais pas qui commence entre vous deux. Bon, je vais y aller, ok. Non, je pense que ce que Mélissa a dit, c'est très bien. La solution, enfin la manière de supporter une telle épreuve, c'est forcément la solidarité. On est plus fort face à l'obstacle que tout seul. Donc ça, je crois qu'il faut l'encourager. C'est ce qu'on a essayé de faire à partir de mars 2020. Il y a eu de belles initiatives qu'on a vues avec des gens qui se réunissaient sur Facebook pour faire des concerts symphoniques, chacun devant sa caméra, des gens qui faisaient du sport à distance mais ensemble, des apéros Zoom ou des choses comme ça. Donc on a vu vraiment des belles initiatives, mais ça laisse quand même de côté tous ceux qui ne sont pas capables de s'inclure dedans. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut aller chercher cela, et qu'il y en a beaucoup parmi les étudiants. Moi, j'en ai vu qui souffraient énormément parce qu'ils étaient très isolés, qui ne disaient rien du tout. J'en ai vu parmi mes patients, j'en ai vu parmi mes étudiants. Et donc, je pense que c'est vraiment une période extrêmement difficile. Et donc, j'incite leurs camarades, ceux qui ne les connaissent même pas très bien, à aller vers eux, à faire preuve de solidarité, là, active, c'est-à-dire à ne pas les laisser seuls, parce que je pense qu'on peut commencer par aider notre prochain, c'est faire ça, commencer par aider, par accompagner ceux qui sont les plus isolés. Voilà un peu ce que je voulais dire pour conclure, parce que c'est une épreuve qui est effectivement longue, très difficile, et sans sortie de crise, en particulier en France où le principal vaccin vient d'être suspendu. Là, on ne voit pas très bien comment ça va se terminer dans quelques mois. Donc, on en a encore pas mal à vivre. Et donc, il faut que les étudiants puissent faire face et puissent s'emparer activement de cette période pour la surmonter. Ben, écoutez, je ne réinventerai pas la roue, là, tout ce qui a été dit est ultra pertinent. Peut-être juste un mot pour dire que, étant donné que la cohérence a été un facteur si déterminant dans la dernière année, je vous inviterais à tout le monde prendre un peu un recul, prendre conscience du chemin parcouru, et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas juste du mal qui s'est passé. Bien sûr, les faits étaient négatifs, mais on a beaucoup grandi à travers ça, on a beaucoup appris, on a compris que certains éléments qu'on prenait pour acquis étaient
vraiment important dans nos vies. Je pense que lorsqu'on y aura accès à nouveau, on va être capable de davantage apprécier ça. On en a beaucoup appris sur nous-mêmes, sur notre tolérance à l'ambiguïté, notre patience, notre capacité de s'adapter à des situations constamment changeantes. Donc, je pense que si on fait un bilan, somme toute, de pas juste les faits, mais de ce qu'on a appris, compris comme individu et comme société, on peut juste s'en sortir encore plus fort et dire, bien, regardez, si on est passé au travers cette année-là, amenez-en des problèmes, mais on va être doublement plus fort pour faire face aux prochaines formes d'adversité. Je ne veux pas être plate, mais avec les changements climatiques, on n'en est pas à notre dernière adversité, surtout pour les plus jeunes, mais dites-vous que vous avez développé des outils, des ressources que nous, les plus vieux, on n'avait pas développé, n'ayant pas comme population, n'ayant pas nécessairement eu une telle crise à gérer. Donc, dites-vous que vous en sortez probablement plus fort, mais pour ça, il faut faire votre propre diagnostic et prendre votre propre recul pour prendre conscience de ça. Donc, j'arrête de parler. Je veux dire un immense merci à Nicolas Franck et Mélissa Généreux qui vous avez apporté une grande expertise aujourd'hui, puis moi j'ai appris beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est rendu compte collectivement qu'on est capable de s'adapter aussi, très, très sérieusement. Quand une crise arrive, on est capable de s'adapter. C'est peut-être le propre de l'être humain. On est là 1 an plus tard, puis on est quand même encore debout, là, puis moi, je l'ai remarqué, puis je le remarque encore dans mes nombreux projets. En ce moment, quand je vais à la rencontre des gens, même si ça a été difficile pour la plupart des gens que je rencontre, ils m'accueillent avec bienveillance. Les gens ont le sourire et on se rend compte que l'humanité existe encore et va continuer d'exister. Et il y a même une phrase de Laurent Turcot, qui est un historien que j'ai rencontré aussi récemment pour le projet immersif, qui disait « Souvent dans l'histoire, il faut un déclic pour que les nouvelles idées arrivent. » Et ces déclics-là, ça a souvent été les grandes crises. On sait qu'il y a des grandes idées, des grandes avancées sociales et technologiques qui sont arrivées dans l'histoire, avec notamment les guerres mondiales. Il y a eu des avancées sociales par la suite, il y a eu des avancées technologiques, les épidémies aussi. Donc, on va ressortir de ça avec des nouvelles idées. C'est ce que j'ai appris beaucoup au fil de cette année, c'est que des nouvelles choses vont émerger, on espère, de tout ça. Donc, on continue, on ne lâche pas. Et puis, je pense qu'on termine avec un petit extrait de la fin de la vidéo qu'on a vue au début. Donc, merci à tous. Et je veux aussi dire rapidement que ce qu'on vient de faire, cette conférence, va être en rediffusion sur la plateforme du Centre Jacques-Cartier, avec toutes les ressources aussi qu'on a mentionnées. Donc, merci à tous et on termine avec la vidéo. Finalement, j'ai décidé de repartir le journal étudiant en pandémie. Tout est devant un écran maintenant, fait que d'avoir quelque chose de concret, ça aide. Puis même si le journal n'est pas papier, là, c'est une version web, mais c'est un but de faire quelque chose. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment difficile, mais plus que ça a avancé, plus que j'ai pris du recul, je pense, sur la situation. Puis je me suis dit, c'est le moment où je vais avoir le plus de temps pour pouvoir développer des habiletés puis des compétences puis découvrir des nouvelles choses. Tu sais, il y a une autre partie de cette pandémie qui m'a forcé à travailler sur moi-même. Puis je pense que ça, c'est aussi une bonne chose. C'est sûr que c'est difficile à certains moments. Par contre, j'ai toujours su pendant les temps plus difficiles là, de trouver des passions, trouver des choses que j'aime en fait. Là. La photo en est une. Pendant le confinement, j'ai trouvé ça. J'ai toujours eu une caméra. Je me suis acheté un ukulélé. J'ai commencé à jouer du piano, tu sais, des trucs que, bon, je suis peut-être pas bonne, là, mais... Mais au moins, je suis contente quand même qu'il y a des choses qui ont pu se faire qu'on n'aurait peut-être pas cru. Là. Par exemple, le mouvement où tous les garçons se sont mis à porter des jupes, on a pu avoir ça. Puis c'est quand même le fun d'avoir des nouveautés puis des mouvements comme ça. Les adolescents, surtout, on comprend les mesures, puis on les applique vraiment, puis on fait des efforts. Puis on aimerait vraiment ça, pas être récompensé, mais avoir le droit d'aller à l'école, puis avoir le droit à des choses qui semblent vraiment banales. Bien, je pense qu'avec la quarantaine, on s'est rendu compte qu'être égoïste, penser à soi, c'est pas la chose à faire. Ce que j'espère pour les prochains mois, c'est qu'il va y avoir plus d'écoute, je pense, pour tout le monde. Les êtres vivants, là, c'est fait pour s'adapter. Sincèrement, je pense que ça serait juste de donner un petit blitz si on est capable de se débarrasser de ce bébé-là qui est pas le fun pour personne. Je me dis, OK, peut-être pas aujourd'hui, mais le lendemain, je me dis, OK, je vais travailler sur quelque chose, puis
trouver des projets sur quoi s'accrocher. Ce qui est rassurant dans toute cette aventure-là, c'est qu'on n'est pas seul. Donc, même si vous vous sentez triste, même si vous vous sentez désespéré, dites-vous que vous n'êtes pas seul. J'espère pouvoir faire des câlins à ma famille, à mes amis. Je pense que je me souhaite, c'est pouvoir, comme l'été prochain, je sais que c'est peut-être idéaliste, mais faire comme une soirée de jeux de société chez moi avec mes amis. On est tous là-dedans ensemble. On peut pas être égoïste là-dedans. C'est vraiment ça, de penser à tout le monde. J'aimerais tellement ça, pouvoir voir plus de gens, puis se rassembler. Oh my God, il neige tellement. C'est trop cute.